Un brouillard dense, presque palpable, enveloppait le cimetière de Giverny, effaçant les contours des ifs et des monuments funéraires dans un grand silence blanc. Jean Dubois, un architecte que l'âge avait voûté mais dont le regard restait vif, parcourait l'allée détrempée, un bouquet de lys d'un blanc pur dans la main. C'étaient les fleurs que Valérie, sa femme disparue, chérissait entre toutes. Le crissement de ses pas sur le gravier semblait amplifié par l'humidité, comme si la terre elle-même gardait la mémoire des absents. Il s'immobilisa devant la simple stèle de granit. À ses pieds, deux petites silhouettes agenouillées, perlées de rosée, chuchotaient dans l'air froid, « Maman ». Ces deux syllabes frappèrent Jean en plein cœur, aussi sûrement qu'une lame de poignard. Valérie n'avait jamais pu avoir d'enfant. Une chape de brume grise recouvrait le cimetière tel un drap humide. Jean avançait prudemment, comme s'il craignait de déranger la quiétude des défunts. Sur la pierre devant lui était inscrit le nom de Valérie Leclerc, la femme sans laquelle sa maison et son existence s'étaient vidées de toute substance. Voilà 3 ans qu'il venait ici, chaque vendredi sans exception, avec des lys blancs, ses fleurs fétiches. Le jour où je ne viendrai plus, c'est que je t'aurai rejointe, murmura-t-il, un rituel personnel, en posant les fleurs. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. La brume était particulièrement épaisse, et le vent transportait des effluves de terre humide et de cire chaude. Au loin, Jean crut distinguer une présence près de la tombe. Sans doute un chat, pensa-t-il d'abord. Mais en s'approchant, il vit 2 ombres agenouillées. 2 petites filles, d'environ 8 ans, qui portaient des pulls minces et sombres, trempés par le brouillard. Blotties l'une contre l'autre, elles pleuraient en silence. Leurs genoux étaient maculés de boue, leurs mains écorchées. La petite voix de l'une d'elles tremblotait, « On t'attend, maman ». Le sol se déroba sous les pieds de Jean. Il s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Valérie n'avait jamais mis d'enfant au monde. Il le savait, c'était une certitude gravée dans sa chair. Et pourtant, ce mot, « maman », flottait dans l'air. Il s'avança encore. « Les enfants, qui appelez-vous ainsi ?» La plus grande leva vers lui un visage baigné de larmes. Ses yeux étaient noirs et profonds, comme un ciel nocturne avant la neige. « C'est tante Valérie. »« C'est notre maman », chuchota-t-elle. Les mains de Jean se mirent à trembler. Il s'agenouilla pour être à leur niveau. « Vous la connaissiez ? Où est-elle allée ? Que vous a-t-elle promis ? » La plus petite, aux épaules si frêles, renifla. « Maman a dit, si vous êtes perdus, venez ici. Elle pourra nous entendre. » Jean leur tendit la main, mais l'aîné s'écria, la voix stridente, « Chloé, il faut partir !» Et toutes deux s'évanouirent dans le brouillard épais, aussi vite qu'elles étaient apparues. Il eut juste le temps de lancer, « Attendez. Qui êtes-vous » Seul le murmure du vent dans les sapins lui répondit. Sur le sol gisait un petit bouquet de fleurs sauvages, déjà fanées. Jean en ramassa une, glacée par l'humidité. Un pétale blanc s'accrocha à son gant, tel un souvenir tenace. Il souffla, la voix brisée, « Valérie, mais qu'as-tu donc fait ?» Le brouillard se referma sur sa solitude et son incompréhension. Jean demeura là un long moment, comme une statue. La brume commença à se lever, mais un poids immense écrasait sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte de révélation confuse. Dans la voix de ses enfants, il y avait une intonation qui lui rappelait Valérie, sa douceur, ce même « maman » qu'elle lui glissait parfois à l'oreille. Il retourna à sa voiture, une vieille Renault 4 fatiguée, mit le contact, mais resta là, immobile. Une photo jaunie était coincée sur le tableau de bord, Valérie, souriante, dans une robe d'été blanche. On aurait dit qu'elle le regardait. « Tu avais un secret, n'est-ce pas » murmura-t-il. Dès lors, l'image des 2 fillettes ne le quitta plus. Qui était-elle ? Et pourquoi ce nom de « maman » Il en était presque sûr, ce n'était pas un hasard. Le soir, en retrouvant la maison de campagne vide en périphérie de Giverny, il fut saisi d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température. Le silence semblait suinter des murs. Un vieux ballon gisait, couvert de poussière, sur un fauteuil. Sur une table, un livre était resté ouvert depuis 3 ans. Il effleura la page, comme pour toucher le passé. Cette nuit-là, Jean ne trouva pas le sommeil. Les visages des petites, marqués par la fatigue et les larmes, défilaient dans son esprit. Il finit par se lever, se fit couler une tasse de café bien fort,
et son regard fut attiré par une vieille commode en merisier que Valérie aimait tant, et dont il n'avait jamais osé ouvrir les tiroirs depuis sa mort. Tout au fond, il découvrit une boîte nouée d'un ruban. Il l'ouvrit, le cœur battant. Elle contenait des lettres et des quittances de virements destinés au foyer pour enfants d'Aix-en-Provence. L'écriture de Valérie témoignait d'un soutien régulier. Parmi les papiers, il y avait un dessin d'enfant. 2 petites filles y tenaient la main d'une femme, avec cette légende maladroite, « Merci maman Valérie pour les livres ». Il laissa tomber le dessin, abasourdi. Valérie et ses enfants. Comment avait-elle pu? Pourquoi ce silence? Il continua de chercher et trouva une photo. Valérie, épanouie, entre 2 jumelles. L'une avait des cheveux bouclés en bataille, l'autre était plus chétive, une mèche rebelle lui barrant le front. Au dos, ces mots, Manon et Chloé, mes petits soleils. Jean s'effondra sur le parquet, la tête dans les mains. Une culpabilité immense, mêlée à une douleur aiguë, l'envahit. Il comprenait. Valérie avait eu une autre vie, une vie secrète où elle donnait la chaleur qu'il n'avait peut-être pas su recevoir. Le lendemain, il contacta la mairie et obtint l'adresse du foyer d'Aix-en-Provence. Quelques heures plus tard, il était en route. La vieille Renault 4 tout sautait dans les côtes, tandis que le paysage passait du vert normand à l'ocre provençal. Ce monde que Valérie avait connu lui était totalement étranger. Les façades usées par le soleil, les odeurs de lavande et d'épices, les enfants jouant pieds nus dans les ruelles. L'enseigne du foyer grinçait sous le Mistral. Jean poussa la porte. Les murs étaient tapissés de dessins colorés. Une odeur de soupe et de craie flottait dans l'air. Une femme d'une 50aine d'années, portant des lunettes rondes, leva la tête de ses papiers. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle, sur la défensive. « Je m'appelle Jean Dubois. Je suis l'époux de Valérie Leclerc. » La femme se raidit, ses lunettes glissant sur son nez. « Valérie, oh, mon Dieu. Toutes mes condoléances. » Jean fronça les sourcils. « Valérie a sauvé cet endroit, » poursuivit-elle, la voix chargée d'émotion. « Nous allions fermer. Elle est arrivée avec des fonds, des livres, de la nourriture. Les enfants l'adoraient. Ils l'appelaient tante Valérie. Surtout 2 d'entre elles, Manon et Chloé. Ces prénoms furent comme un électrochoc. Il se sentit vaciller. Où sont-elles? Réussit-il à articuler. La femme, Sandrine Moreau, baissa les yeux. Après le décès de Valérie, on les a placées en famille d'accueil. Mais elles ont fugué. Elles ont laissé un mot, maman nous entendra au cimetière. Jean ferma les paupières. Tout s'emboîtait. Il y a autre chose, ajouta Sandrine en sortant un dossier. Leur père s'appelle Stéphane Bernard. Ce nom résonna en lui. Jean devint livide. C'était son ancien chauffeur, licencié 10 ans auparavant après une bagarre sur un chantier. On disait qu'il avait sombré dans l'alcool. Valérie le savait, murmura Sandrine, mais elle ne le jugeait pas. Elle disait que personne n'est foncièrement mauvais. Certains s'égarent, c'est tout. Jean serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Elle avait tenté de réparer les pots cassés par sa faute. La pluie se mit à tomber sur le chemin du retour. Les gouttes s'écrasaient sur le dossier et les photos des fillettes. Leur visage, à la fois grave et lumineux, semblait l'interroger. « Ne fuyez plus », murmura Jean en passant la main par la fenêtre pour sentir la pluie. « J'arrive. » La pluie redoublait d'intensité. Le vent balayait le pare-brise de la vieille Renault 4 qui cahotait dans les rues d'Aix-en-Provence. Les phares découpaient des pans de murs anciens, se reflétant dans les flaques. Sur le siège passager, le dossier du foyer était ouvert. Les photos de Manon et Chloé, les lettres de Valérie. Leur visage, aussi doux que son sourire, semblait lui parler. Jean s'arrêta devant une boulangerie tamisée. Il entra. L'odeur des baguettes chaudes se mêlait à celle, plus amère, du café. « Pardonnez-moi, dit-il à la boulangère, une femme aux joues roses. Avez-vous vu 2 petites filles d'environ 8 ans? L'une avec des cheveux bouclés, l'autre plus menue. » Elle fronça les sourcils. « Celle qui était assise sur les marches, là-bas, hier? J'ai voulu leur offrir quelque chose. Elles sont parties en courant, les pauvrettes. » Jean la remercia et retourna sous la pluie. Les rues étaient vides.
Les lampadaires tremblaient comme des flammes. Il croyait les voir dans chaque recoin sombre. Il longea les trottoirs luisants, ses vêtements trempés lui collant à la peau, mais il ne pouvait s'arrêter. Sur une bâtisse, il déchiffra une enseigne, l'auberge du Vieux Pont. Son cœur bondit. C'était le nom qu'il avait lu sur de vieilles quittances. Il s'approcha. Un lieu humide, aux murs lépreux, avec une seule fenêtre éclairée. Ça sentait le fioul et le renfermait. Le propriétaire, un homme voûté, le dévisagea. Deux petites, qui se ressemblent? Demanda Jean. L'homme haussa les épaules. Il passe du monde ici. La semaine dernière, il y en avait deux qui s'abritaient sous l'auvent. Elles n'étaient plus là le matin. Jean soupira. Il allait tourner les talons quand son regard se posa sur le mur de l'entrée. Un dessin d'enfant y était punaisé. Deux petites filles tenant des lys. Un mot était griffonné, « Maman, on est là ». Il caressa le papier du bout des doigts, tandis qu'une goutte d'eau tombée du plafond brouillait l'écriture. Son cœur était lourd, mais il savait qu'il était sur la bonne piste. De retour chez lui, il hésita longtemps devant l'escalier qui menait à la chambre de Valérie, sanctuaire inviolé depuis 3 ans. Cette nuit-là, il en franchit le seuil. La pièce sentait encore son parfum et les lys séchés, un mélange qui lui donna le tournis. Sur la coiffeuse, à côté d'un miroir, il y avait un petit carnet. Il l'ouvrit d'une main fébrile. Première page, aimer, c'est reconstruire. Puis, des notes. 12 avril. Vu deux petites près du vieux port. Le père ivre, le logement sordide. Elles avaient peur, mais elles ont souri en voyant un chaton. J'aimerais en parler à Jean, mais il est si loin. Il ne comprendrait pas que l'amour se partage, qu'il ne se divise pas. Les lignes suivantes étaient plus nerveuses. Je les ai mises à l'abri à Aix. Elles apprennent à lire. Chloé veut dessiner. Manon, être maîtresse d'école. En les regardant, je vois tout ce que je n'ai pas pu donner. La maternité. Page suivante, ce sont les filles de Stéphane, l'ancien employé de Jean. Il a commis une erreur, mais je ne le crois pas mauvais. Je veux nous réparer, lui et moi. Jean resta pétrifié. Stéphane, l'homme qu'il avait licencié sans un regard en arrière. Un détail, à l'époque. Une vie brisée, comprenait-il maintenant. Valérie avait essayé de recoller les morceaux, en secret. Il resta là jusqu'au lever du jour, à déchiffrer son écriture, à boire ses mots comme un absolution. Au petit matin, il trouva une enveloppe glissée dans le carnet. Une adresse, Aix-en-Provence, rue de la Rivière, bâtiment 18, appartement 8. Son cœur s'accéléra. Il appela Sandrine. Cette adresse, elle est toujours valable? Oui, confirma-t-elle. C'est leur dernier refuge connu. 1 heure plus tard, Jean était de retour à Aix. Une pluie glacée, presque de la neige, striait le pare-brise. Les rues étaient étroites, le bitume défoncé. Les vieilles bâtisses semblaient se soutenir mutuellement. Il s'arrêta devant le numéro 18. Un chiffon pendait à un balcon. De petites empreintes de pas marquaient la boue. Il monta l'escalier grinçant et frappa. Un silence. Puis un froissement. La porte s'entr'ouvrit sur le visage d'une enfant. Chloé. Ses cheveux étaient humides, son regard craintif. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle. Jean se mit à sa hauteur. « Je m'appelle Jean. Je suis le mari de votre maman, Valérie. » Une voix plus forte s'éleva, « Tu mens. Maman ne nous a jamais parlé de toi. » La porte s'ouvrit en grand. Manon, ses boucles en désordre, le regardait avec la gravité d'une adulte. Elle faisait rempart de son corps pour protéger sa sœur. On ne fait confiance à personne. Jean secoua la tête. Je ne suis pas venu vous emmener. Je suis venu vous parler d'elle. Chloé murmura, maman disait que si on était perdu, quelqu'un de gentil viendrait nous aider. Jean retint ses larmes. Peut-être était-il cet homme. Il sortit de sa poche le mouchoir en soie bleue de Valérie. Vous l'avez laissé tomber près de sa tombe. Chloé le prit, le serra contre son cœur et éclata en sanglots. Manon se détourna, mais ses épaules la trahissaient. Je ne peux pas remplacer votre mère, dit Jean. Mais je peux tenir sa promesse.
Vous aurez une maison. Avec des lys, ce qu'elle aimait. Un silence. Puis Manon acquiesça. On vient. Mais vous nous montrez les lys. Jean sourit pour la première fois depuis une éternité. C'était une promesse. Ils sortirent tous les trois dans la grisaille. La pluie s'était muée en neige fondue. Derrière eux, une porte avec une plaque écaillée, numéro 8. Le vent fit volter un dessin scotché au mur, une femme et 2 enfants sous une pluie de fleurs blanches. En bas, une pancarte, la famille de maman. Le matin blafard s'étirait le long des toits quand la vieille Renault 4 arriva à Giverny. À l'arrière, les 2 fillettes, blotties l'une contre l'autre, regardaient défiler les arbres décharnés. Jean agrippait le volant, comme si sa vie même en dépendait. La maison les accueillit avec son silence et son odeur de poussière. Aucun rire d'enfant n'y avait résonné depuis 3 ans. En entrant, Chloé s'arrêta. « Maman a habité ici ?» « Oui, » répondit-il. Rien n'a changé. Il prit le vieux foulard de Valérie sur le porte-manteau. Elle aimait cette maison, et surtout le jardin. Venez. Dehors, le vent agitait les tiges des lys flétries. Les fillettes contemplaient les pétales brunis. Ils refleuriront au printemps, assura Jean. Elle disait toujours que les fleurs renaissent si on leur donne de la lumière. Chloé se pencha, effleura un pétale et offrit son premier sourire. Plus tard, devant un potage fumant, Manon demanda « Vous n'êtes pas fâché que maman ne nous ait jamais parlé de vous ?» Jean reposa sa cuillère. Non. Je suis fâché contre moi. De n'avoir pas vu qu'elle cherchait la lumière là où je ne voyais que l'ombre. Cette nuit-là, les filles s'endormirent dans l'ancienne bibliothèque de Valérie. Debout sur le seuil, écoutant leur souffle paisible, Jean ressentit une tranquillité qu'il avait oubliée. Mais elle fut brève. Le lendemain, une lettre de Sandrine l'attendait. Elle avait retrouvé l'adresse du père des filles. Stéphane Bernard. Usine de Port-Régnier, près de Marseille. Il serra le papier dans sa main. Il devait affronter cet homme. Le jour suivant, il était devant les grilles rouillées de l'usine. L'air sentait le métal et la fumée. Des ouvriers en bleu de travail le dévisagèrent. Au fond d'un hangar, derrière un rideau d'étincelles, il aperçut une silhouette. Un homme grand, aux joues creuses et aux tempes grises. Un poste à souder à la main. Stéphane. Quand il leva les yeux, ils s'agrandirent. Dubois, souffla-t-il. Je vous croyais loin. Je n'ai pas oublié, répondit Jean. Je me suis juste souvenu trop tard. Stéphane déposa son outil. Vous venez voir comment on survit dans la ferraille? Non. Jean sortit le carnet de Valérie. Le prénom de sa femme fit tressaillir Stéphane. Il s'approcha. Valérie, elle se souvenait de moi. Elle a aidé vos filles quand vous n'étiez plus là. Elle les a sauvées. Stéphane s'affaissa sur une caisse. Je la savais bonne, mais pas à ce point. Sa voix était rauque. La dernière fois, elle m'apportait du pain. Je l'ai insultée, je lui ai dit de me laisser crever. Elle ne vous en a jamais voulu, dit Jean. Elle a écrit, Stéphane n'est pas méchant. Il est juste perdu. Un long silence. Stéphane releva la tête. Mes filles, elles sont avec vous. Elles croient leur père mort. C'est sans doute mieux. Elles méritent mieux que moi. Jean secoua la tête. Non. Elles méritent un père qui apprend à vivre. Sinon, tout ce que Valérie a fait n'aura servi à rien. Stéphane le fixa, puis murmura, et si elles ne me pardonnent pas, au moins, elles sauront. Valérie pensait que la lumière revient toujours à qui veut bien l'accueillir. Dehors, une sirène de bateau déchira l'air. Stéphane se redressa. Je viendrai. Mais aidez-moi à ne pas fuir. Je serai là, promit Jean. Une semaine s'écoula. L'hiver battait en retraite. Jean avait transformé une aile de la maison en salle de jeu. Manon y affichait ses dessins. Chloé soignait les chats du voisinage. Tous les matins, l'odeur des baguettes chaudes emplissait la cuisine. Parfois, Manon jouait quelques notes hésitantes sur le vieux piano de Valérie. Un soir, près de la cheminée, Jean fit entrer Stéphane. Les fillettes, sur le qui-vive, l'observaient depuis l'escalier. L'homme ôta son bonnet.
Sa chemise était usée, ses mains calleuses, mais son regard n'exprimait plus la peur, seulement la honte. C'est, commença Jean. Je sais, l'interrompit Manon. C'est l'homme qui est venu réparer le toit du foyer. Stéphane acquiesça. Je n'ai pas osé vous dire qui j'étais. Je n'en avais pas le droit. Chloé se serra contre sa sœur. Tu es vraiment notre papa? Il s'agenouilla. Si un cœur peut encore aimer, alors oui. Mais je ne demande pas de pardon. Le silence était pesant. Manon baissa les yeux, puis s'avança avec une fleur blanche. Maman disait que pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir sans avoir mal. Stéphane éclata en sanglots. Chloé s'approcha et posa une main sur son épaule. Jean se détourna, ému. Valérie, pensa-t-il, si tu voyais ça. La vie reprit ses droits. La maison résonnait de rires et de conversations. Sandrine venait le week-end avec des livres. Stéphane réparait la toiture, entretenait le jardin, et les premiers lys refleurirent. Un jour, Manon montra à Jean une pancarte qu'elle avait peinte, la maison de Valérie. Je peux la mettre sur le portail? Bien sûr. Pour que chacun sache que sa lumière est ici. Le soir, près du feu, Stéphane contemplait le portrait de Valérie. Je n'aurais jamais cru pouvoir respirer de nouveau. Elle nous a tous sauvés. Jean hocha la tête. Valérie aimait avec des actes, pas des mots. À nous de garder sa flamme vivante. Dehors, le vent était tombé. Une bûche crépita. Dans la douce lumière, Valérie semblait sourire. Le printemps arriva. Le soleil réchauffa la terre et le jardin explosa de vie. Les lys blancs se dressaient, impeccables. Une nouvelle plaque ornait le portail, la maison de Valérie. En dessous, des rubans colorés. Des enfants jouaient dans la cour. Manon et Chloé, avec d'autres du foyer, préparaient leur première classe. La vieille maison était devenue la petite école dont Valérie rêvait. Sandrine arrangeait les pupitres. Stéphane repeignait un banc. Jean, près de la fenêtre, tenait le carnet de Valérie. Aimer, c'est reconstruire, murmura-t-il. Chloé accourut, le nez enfariné, avec un plat de galettes. Papa Jean, goûte. C'est la recette de maman. Il en prit une. Le goût de la vanille et de l'enfance. C'est parfait. Maman serait fière. Manon arriva avec un lys du jardin. Ce sera l'emblème de l'école, pour que chaque enfant sache que de la terre peut naître la lumière. Jean l'embrassa sur le front. Ce sont les plus belles paroles que j'ai entendues. Quand tout le monde fut là, il monta sur une petite estrade. Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas une école. Nous ouvrons un lieu où la lumière recommence. Valérie croyait que même le cœur le plus égaré pouvait être réchauffé. Cette maison appartient désormais à tous ceux qui cherchent cette chaleur. Les gens applaudirent. Stéphane, à l'écart, s'approcha de ses filles avec une vieille photo. Lui, Valérie, et les deux petites. C'est nous? Maman disait, ses yeux sont ma lumière. Manon prit la photo, les larmes aux yeux, mais elle souriait. Alors, que cette lumière soit pour tous. Stéphane laissa couler ses larmes. Chloé se blottit contre lui. Maman disait que la lumière revient, si on n'a pas peur. Des pétales de lys s'envolèrent, dansant dans le ciel. Les rires des enfants emplissaient l'air. Plus tard, au crépuscule, ils allèrent au cimetière. Le chemin était doux et vert. Des bougies furent allumées sur la tombe de Valérie. Les filles les placèrent en forme de cœur, et Jean déposa des lys frais. Valérie, dit-il, tu as réussi l'impossible. Tu nous as ramenés à la vie. Manon et Chloé s'agenouillèrent. Maman, on apprendra aux autres ce que tu nous as appris, dit Manon. Et on plantera d'autres lys, ajouta Chloé, pour qu'on les voie du ciel. Stéphane, son bonnet à la main, la voix brisée, merci, Valérie, d'avoir donné sa chance à un homme perdu. Sandrine alluma la dernière bougie. Maintenant, elle vit en chacun de ceux qui ont appris le pardon. Une brise fit danser les flammes. Des points blancs s'élevèrent, comme de petites âmes. Jean leva les yeux. Regarde, Valérie. Nous avons un foyer, où les rires résonnent. Il prit la main des filles.
Ils s'éloignèrent sur le sentier, suivis par Stéphane. Le soleil couchant filtrait à travers les feuilles, doux comme une caresse. Et Jean comprit que ni la mort ni le deuil ne peuvent anéantir ce qui a été semé avec le cœur. Les lys refleuriraient, et elle vivrait à travers eux.